putain, tu m'as fait flipper, qu'est-ce que tu fous, mec? Eh bah, j'en viens de l'avant-première de Ghost in the Shell, mec. Et oui, alors, tu m'expliques le rapport, là? Eh bah, il distribue des goodies, regarde. Putain, c'est trop la classe. Salut les internets, c'est les squatteurs de ciné et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Salut Thomas. Salut Thibaut. Et aujourd'hui, on a envie de vous parler de Ghost in the Shell, le nouveau film de Rupert Sanders. Et puis, avant de commencer, puisque vous en avez l'habitude maintenant, Thibaut va nous faire son habituel présentation et c'est parti. Ghost in the Shell de Rupert Sanders, réalisateur britannique de 46 ans qui a connu une très prolifique carrière dans la publicité avant de s'intéresser au cinéma en s'attelant à la réalisation de plusieurs courts-métrages, dont D- en 2004 avec Robert Patrick le T-1000 de Terminator 2, puis de commettre Blanche-Neige et le Chasseur en 2013, adaptation héroïque fantasy du conte des frères Grimm au casting gouléant. L'histoire retiendra finalement moins ce film pour son accueil critique mitigé que pour l'aventure extra-conjugale pendant le tournage de Sanders avec la jeune Kristen Stewart alors en couple avec Robert Pattinson. Oh my god. Ghost in the Shell n'est donc que son second film et l'adaptation live de l'animé de 1995, elle-même adaptation du manga de Masamune Shirow sorti en 1989. Côté casting, on retrouve en tête d'affiche la belle Scarlett Johansson, veuve noire chez Marvel ou Lucie chez Besson, mais l'actrice mérite surtout d'être connue pour ses tournages avec Sofia Coppola, Brian De Palma et bien sûr Woody Allen. Pilou Asbæk, coqueluche du cinéma danois révélé dans Air et vu aussi dans la peau de Euron Greyjoy dans Game of Thrones, Takeshi Kitano, l'acteur, réalisateur et artiste multifacette japonais à l'impressionnante carrière, avec notamment Synapse de Si, Aniki mon frère ou encore Zaitochi. Michael Pitt, découvert dans Last Days de Gus Van Sant, est présent sur les deux premières saisons dans la série Boardwalk Empire, et la multi-récompensée Juliette Binoche que vous avez forcément vu dans Le Patient anglais, Le Chocolat ou encore Sils Maria. Et après cette petite présentation forte à propos, comme disent les jeunes, est-ce que Thomas, tu peux nous pitcher le film, puisqu'en plus tu aimes bien ça finalement? Oui, c'est vrai. Alors le film se passe en 2029 et nous raconte les exploits de Major, une cyberflic d'élite au corps 100% robotique suite à un accident, mais dont la cervelle est-elle encore bel et bien humaine et qui va se retrouver confrontée à un cyberterroriste extrêmement machiavélique qui va réussir à la pousser dans ses tout derniers retranchements. Ouh, bah dis donc ça fait envie avec un pitch comme ça. Tout un programme. Alors comme on l'a dit précédemment, Ghost in the Shell c'est donc l'adaptation live du manga de Masamune Shirow, mais ça reprend énormément d'éléments du film d'animation qui est sorti en 95 de Mamoru Oshii. Il y a même certaines séquences, même plusieurs séquences qui ont été reprises. Et au niveau de l'histoire, on a quand même des choses qui sont dans la suite, l'épisode 2 de Ghost in the Shell qui s'appelle Innocence, ainsi que des différentes séries d'animation qui ont été produites par la suite. Ghost in the Shell, c'est donc un film de cyberpunk. Mais qu'est-ce que c'est le cyberpunk? Ça c'est une excellente question mon cher Thomas, j'espère bien que tu vas y répondre. Allez, je vais essayer. Le cyberpunk, c'est un des sous-genres de la science-fiction, c'est tout simplement la contraction des mots cybernétique et punk, et c'est un genre qu'on pourrait classer facilement entre la dystopie et la hard science, tout simplement parce que ce sont des histoires qui se déroulent généralement dans un avenir proche et des sociétés technologiquement avancées, mais qui restent empreintes de pessimisme et de violence. D'ailleurs, si je peux rebondir un petit peu là-dessus, l'un des romans fondateurs du mouvement cyberpunk, c'est bien évidemment Neuromancien de William Gibson, qui est en quelque sorte la pierre angulaire de tout ce mouvement. Et pour en revenir au cinéma, puisqu'on est quand même une chaîne qui parle ciné, je ne peux décemment pas passer à côté de Blade Runner, qui a un petit peu posé les jalons de tout ce genre-là. Je sais pas ce que t'en penses. Clairement, Ridley Scott a posé les bases visuelles de ce qui allait être le style cyberpunk au cinéma. On peut pas lui enlever ça. Ouais, ça a souvent été copié, mais rarement égalé, il me semble. Aussi sur d'autres films que l'on pourrait citer, bien évidemment Terminator de James Cameron, Akira qui était lui aussi adapté d'un manga, il y a Robocop aussi de Verhoeven, et même ce petit film japonais étrange en noir et blanc qui s'appelait Tetsuo. Ouais, mais parmi les références incontournables du genre cyberpunk au cinéma, il y a tout simplement le premier animé de Ghost in the Shell sorti en 95 qui a clairement influencé d'autres œuvres qui sont sorties par la suite. Et pour s'en convaincre, il n'y a qu'à voir ce qu'a fait Kojima sur sa série des Metal Gear Solid. Bon d'accord, on parle de jeux vidéo, mais Kojima est aussi un immense fan de cinéma, mais aussi les films Matrix des frères Wachowski. Ils ont carrément pillé dans, allègrement. dans Ghost in the Shell. Ouais. Et pour parler de choses beaucoup plus récentes, il y a le Ex Machina, c'est un film qui est sorti il y a juste 2 ans. D'Alex Garland, je crois. Et qui prouve bien que la source est loin d'être tarie. Tu n'aurais pas un petit exemple, Thomas, pour nous illustrer le cyberpunk? Nos futurs. Ah ouais. C'est vrai que comme ça fait flipper. Je fais ce que je peux. Tu peux. Mais alors que vaut ce Ghost in the Shell mouture 2017, mon cher Thomas? Alors pour être tout à fait honnête avec vous, on a décidé tout à fait sciemment de ne pas revoir l'animé juste avant, pour avoir le regard le plus neutre possible sur ce film, et pouvoir le juger de manière plus intrinsèque, comme disent les jeunes. Moi j'avais vu l'animé il y a quand même pas mal d'années, une bonne dizaine d'années je dirais, j'ai pas gardé grand chose, c'est pas un film très culte pour moi. Dans mes souvenirs, le scénario était quand même plutôt fouillé et complexe, je sais pas ce que c'en est de ton côté. Je te confirme que c'est le cas, parce que moi j'ai revu l'animé après avoir vu le film, Ouais. je voulais quand même avoir
des points de référence pour comparer les deux œuvres. Et pour revenir à la mouture 2017, moi ce qui m'a vraiment plu dans ce film, c'est l'aspect esthétique. Parce que j'avais un petit peu peur en voyant les bandes annonces d'avoir affaire à quelque chose de très artificiel, très kitsch, mais pas du tout. Franchement, c'est une vraie réussite de ce point de vue-là. Alors moi, j'avais pas cette appréhension-là en voyant les bandes annonces. Bon, ça m'avait clairement pas vendu du rêve, mais je trouvais qu'il y avait quelque chose de plutôt réussi. Ça s'est confirmé vraiment de mon côté à la vision de ce film-là. Je trouve que l'univers graphique et plastique est plutôt cohérent et au niveau des effets spéciaux, c'est plutôt très réussi, même si pour moi, c'est rarement un gage de qualité d'avoir des bons effets spéciaux dans un film. Alors, je pense que le film peut dire merci d'abord à toutes les années d'expérience de Rupert Sanders dans le domaine de la publicité, Ouais, c'est sûr, ça se ouais. ressent vraiment à l'écran, mais aussi aux petits gars de chez Weta Workshop, parce que le film a bien été tourné en Nouvelle-Zélande et que les effets spéciaux sont signés par les mêmes personnes que ceux qui avaient fait les effets spéciaux de la trilogie du Seigneur des Anneaux, et se sont permis d'intégrer un maximum d'animatronics en plateau, donc la plupart des robots sont réellement présents à l'image, et ça donne un petit côté analogique que C'est un j'aime truc bien. que t'aimes bien, c'est Ouais, vrai. j'y tiens, moi je trouve que ça donne vraiment un petit supplément d'âme qu'on retrouve pas dans les productions 100% numériques. Je suis plutôt d'accord avec toi, donc la mise en scène est plutôt correcte, on va dire, l'univers graphique est très, très cohérent aussi, mais malheureusement, moi je trouve qu'il manque de scènes vraiment accrocheuses à ce film-là pour remporter complètement la partie. Alors il y a vraiment la scène d'introduction qui est très très belle, on est dans une esthétique mi-pub de bagnole, mi-parfum, de parfum. voilà c'est ça, mi-pub de parfum, sans vouloir être péjoratif, c'est vraiment très très beau, mais c'est du copier-coller quand même de la scène d'intro de l'animé. Mais de manière générale, la plupart des scènes marquantes du film sont reprises, peut-être pas plan pour plan, mais quand même très largement recopiées sur celles de l'animé. Ouais, par exemple, moi, celle qui m'a vraiment marqué, que je trouve qui est vraiment la plus marquante du film, c'est cette course-poursuite où, sur l'eau où les personnages sont en semi-transparence. Là, je trouvais vraiment très très belle, mais là, encore une fois, on est encore sur du copier-coller de l'animé. Tout à fait, comme la scène du combat contre le cybertank, le speeder tank aussi, Spider-Tank, et d'autres. Moi, il y a une scène quand même que j'ai particulièrement bien aimée dans le film, autant esthétiquement qu'en termes de mise en scène, c'est la scène dans le nightclub, parce que j'ai trouvé que le gunfight qui s'en suivait était plutôt bien ficelé. Alors moi, je suis pas vraiment d'accord avec toi là-dessus, au contraire. Je trouve que la scène où Scarlett Johansson est menottée à la barre de pole dance, cette scène de baston, je l'ai pas trouvée super bien chorégraphiée. Il y avait un truc qui me dérangeait au niveau du découpage et du montage de cette scène-là. Je trouve que Sanders c'est pas très très bon pour filmer les scènes d'action, moi. Et pourtant, bizarrement, moi je suis assez sensible dans les scènes d'action, dans les films, à la lisibilité, on va dire, de ce qui se passe à l'écran. Pour citer un mauvais exemple, dans Transformers, je comprends rien de ce qui se passe à l'écran, ça m'énerve. Là, j'ai trouvé que les scènes étaient plutôt fluides, plutôt lisibles, justement, et j'ai trouvé que de ce point de vue-là, c'était vraiment réussi là aussi. Bon, bah écoutez, deux points de vue différents, mais le film n'en reste pas forcément mauvais pour autant. Un des autres aspects du film sur lesquels on était en droit d'avoir un certain nombre de craintes, c'était tout simplement son casting. Ouais. Et là encore, plutôt bonne pioche, parce que même si, soyons honnêtes, aucun des comédiens ne ressort particulièrement à l'écran de par la qualité de son jeu, on peut au moins leur reconnaître que tous, autant qu'ils sont, ils incarnent assez bien, physiquement au moins, leur personnage. Oui, c'est vrai qu'à l'annonce du casting, Rupert Sanders déjà voulait un casting multiethnique, parce que pour lui, ça représentait le turfu, hein, comme disent les jeunes. Et donc dans le futur, il n'y aura pas de blague. Apparemment, oui, c'est vrai. Je crois qu'il n'y a pas de blague, Non, je crois c'est qu'il n'y en vrai. a pas. C'est horrible de dire ça. Et puis bon, en tout cas, Scarlett Johansson, bah, c'était soit pour, soit contre. C'est vrai qu'au niveau de ses jeux, c'est un peu fluctuant au niveau des films qu'elle fait. Et là, malheureusement, je trouve qu'elle est, même si elle s'en sort plutôt pas trop mal, elle est malheureusement tombée dans l'écueil du je tire la gueule parce que j'incarne un robot. C'est un truc qu'on a déjà vu plusieurs fois au cinéma et je trouve ça un peu dommage. Ouais, c'est d'autant plus dommage que clairement le personnage du Major dans l'animé, il n'est pas du tout mono-expressif. Bon après, dans les autres acteurs qu'on peut citer, Kitano. Oui, bon, Kitano qui est la caution asiatique du film entre autres, et moi qui est quelqu'un que j'adore de manière générale, je l'adore en tant que réalisateur, je l'adore en tant qu'acteur, donc rien que de le voir dans un film, ça me suffit, et puis là en plus très honnêtement je trouve que c'est le meilleur casting du film, faut être honnête quoi. Bon, il y a Juliette Binoche qui est quand même une actrice plutôt excellente dans son genre, même si bon, on va pas se mentir. Elle elle est cachetonne là- un peu ces ouais. dernières années. Entre Godzilla et ce film-là, on sait pas trop ce qu'elle branle ici, mais bon. Bon, elle est là, voilà, et puis elle fait bien le taf, elle joue plutôt bien Juliette Et Binoche. un autre acteur que moi j'ai découvert dans ce film-là, je crois que je l'avais jamais vu auparavant, à part dans Game of Thrones, c'est donc Pilou Asbeck, et plutôt bonne surprise, franchement comédien plutôt pas mal. D'ailleurs, tu trouves pas que le personnage de Batou il ressemble à Kiefer Sutherland dans Génération Perdue? Ouais, bof. Bah, attends, je suis désolé, regarde. Ah ouais, non, là, oui, non. Ouais, je m'incline. Bah quand même. Et en parlant du casting, comment ne pas parler de la fameuse polémique, ce fameux whitewashing qui consiste à remplacer des personnages asiatiques par des acteurs occidentalisés, caucasiens. Nous, on n'a pas trop compris ce délire. Hein. Non, c'est d'autant plus con que le film est produit aux États-Unis, donc ça me paraissait cohérent de prendre des acteurs américains. Et puis, dans la plupart des animés, les personnages, même s'ils sont asiatiques, sont occidentalisés.
Donc pour moi c'est un faux problème, mais je trouve pas qu'il y a un relent raciste derrière ça. Moi, ça m'a pas du tout gêné. Et puis en plus, regarde, tu prends le personnage de Batou, le mec Ouais. il a des putains de yeux caméra quoi. Comment tu peux savoir s'il est asiatique ou pas? Ah, c'est vrai que c'est pas con ce que Bah. tu dis. Hein. Bien sûr. Putain, le mec il en a là-dedans. Non, moi ce qui m'a dérangé, c'est pas tellement le whitewashing. Non, c'est plutôt le téton washing. Le téton washing? Eh oui, là il y a des tétons. Là il y a plus de tétons. Ah bah oui, bah c'est vrai que vu comme ça, je peux pas te le compter faux. Hein. Pour en revenir à un autre chapitre qui nous intéresse, c'est l'histoire. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure par rapport à l'animé. C'est vrai que dans mes souvenirs un petit peu confus, c'était compliqué, cette histoire de gosse, de trucs comme ça, je n'avais pas tout compris à l'époque. Et là, alors quand j'ai vu le film au cinéma, je me suis dit, mais en fait, ouais, non, c'est un peu simple, voire peut-être trop simpliste. Alors à mon avis, c'est clairement pour toucher un public le plus large possible, hein, pour pas paumer l'audience en route. Mais j'ai trouvé ça dommage parce qu'au début du film, on nous présente le personnage de Kuzé qui est le grand méchant de l'histoire, hein, une sorte d'empereur de Star Wars qui règne au-dessus de tous ces personnages, hein, et qui agit en sous-main un petit peu discrètement. Et au fur et à mesure du film, ça désamorce un petit peu l'identité de ce personnage et il devient un personnage presque lambda, j'ai trouvé. Ouais, mais ça, à mon avis, c'est lié au fait qu'ils ont fusionné deux personnages en un en fait. Ouais. Kuzé, à la base, c'est un personnage qui apparaît, je crois, dans la saison 2 de l'animé, et ils l'ont fusionné en fait avec le grand méchant de l'animé de 95, qui est donc le fameux Puppet Master. C'est peut-être pour ça qu'il y a cette dualité au sein du personnage. Mais là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'effectivement l'histoire a été vraiment résumée et même simplifiée largement. Mais là où pardon, l'animé était vraiment presque sur une portée philosophique, là on est sur quelque chose de plus centré sur l'action. Caractère là quand même. Ouais, Hein. ouais, tout à fait. Et justement, pour revenir là-dessus, pour rebondir là-dessus, moi je voudrais parler juste de la durée du film. C'est vrai que c'est assez court pour un gros blockbuster, je crois qu'il fait à peu près 1h40. D'habitude, les blockbusters ça explose allègrement les 2 heures de film. On essaie d'en fourrer un maximum. Et là, alors je sais pas trop comment l'expliquer, j'ai trouvé que soit c'était trop court pour développer quelque chose d'intéressant derrière, ou peut-être trop long pour juste uniquement peut-être se recentrer juste sur le côté action, aventure du truc. Je sais pas, j'arrive pas trop à avoir un point de vue définitif là-dessus. Bon, je suis globalement d'accord avec tout ce que tu viens de nous dire. Ah, Thibaut. j'espère bien, merci. Mais reste que pour un film aussi grand public, un blockbuster qui a vraiment bénéficié d'une campagne marketing massive, Ouais. on a affaire à des thématiques vraiment intéressantes, ce qui est plutôt rare pour être souligné, même si, je le sais, elles sont toutes issues du matériel de base, mais enfin, ça change. Oui, mais alors encore une fois, moi je trouve que ça reste beaucoup trop en surface. Ils auraient pu creuser un petit peu plus, comme tu le dis, il y a des thématiques intéressantes. Pourquoi pas s'y engouffrer, quoi? Bah, regarde, la thématique de la cybernétique, moi ce qui m'a surpris, ce qui m'a même plu, c'est qu'elle est bizarrement très d'actualité pour un truc qui a été écrit à la fin des années 80, qui à l'époque était vraiment de la science-fiction, les organes artificiels, tout ça. Aujourd'hui, bah, on y est, quoi, ça arrive. Oui, non, mais je suis d'accord. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'impression 3D, et puis le fait que des gens se fassent vraiment greffer des cœurs artificiels, et puis aussi l'affaire Oscar Pistorius qui a réussi à courir avec des valides alors que le mec était amputé des 2 jambes. Là, c'est vrai qu'on y est clairement dedans, quoi. Ouais. C'est même intéressant parce qu'on a presque affaire là à un glissement de sous-genre. On n'est presque plus dans le cyberpunk, mais pratiquement dans l'anticipation. Voilà, c'est ce qui arrive quand une œuvre vieillit sur une trentaine d'années, quoi. C'est beau. L'un des thèmes qui est malheureusement un peu trop vite passé sous silence pour moi, qui est à peine effleuré, même s'il est abordé, c'est le thème de l'identité. Alors Ghost in the Shell, peut-être qu'on l'explique un petit peu trop tard dans la vidéo, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors Ghost, c'est ce qui représente en fait l'esprit ou l'âme d'une personne, et Shell, c'est en fait son enveloppe charnelle, ou du coup là ici son enveloppe cybernétique, donc Ghost in the Shell. Et je trouvais ça super intéressant que ça puisse être traité dans un blockbuster, mais malheureusement ça passe trop vite à l'as pour être plutôt privilégié par le côté action du film. C'est vrai que tout l'intérêt, tout le sel, tout ce qui fait la richesse de Ghost in the Shell dans l'animé de base, c'est vraiment cette question sur qu'est-ce que ça veut dire être humain en fait. C'est vrai. Ouais, voilà, qu'est-ce qu'est un être humain? Est-ce que ça nous représente par nos actions passées, ce qu'on est au moment T, par nos souvenirs ou par les actions qu'on va faire dans le futur? C'est autant de questions métaphoriques et philosophiques qui sont posées qui peuvent être hyper intéressantes, alors peut-être pas forcément à développer sur tout un film, parce que ça peut être très vite compliqué, mais qui sont intéressantes. Et là, c'est dommage, ils avaient une brèche dans laquelle s'engouffrer, et non, ils la referment tout de suite. Et pourtant, tu l'as dit toi-même, dans l'animé, qui lui clairement surfe vraiment, qui va beaucoup plus loin sur cette question-là, tu l'as trouvé compliqué et chiant. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai vu il y a quand même un bon nombre d'années. À l'époque, j'étais plus jeune et aujourd'hui, j'ai peut-être envie de choses un petit peu plus complexes à mettre sous la dent au cinéma. J'ai vieilli et donc, voilà, les scénarios un petit peu plus riches, ça me déplaît pas non plus. Amen. Je ne partais pas forcément très optimiste pour cette nouvelle adaptation et c'est plutôt une bonne surprise. Voilà pourquoi je lui attribue un solide 3,5 passé out sur 5.
Il ne manque pas grand chose pour en faire une œuvre référence à l'image du premier long métrage d'animation, c'est visuellement solide et globalement satisfaisant pour un film qui reste un bon divertissement. Une adaptation casse-gueule mais plutôt réussie, c'est pour cette raison que je lui attribue la note de 3 logos Honda sur 5. Un univers graphique et plastique qui m'a conquis malgré un scénario un peu trop convenu et timoré qui n'a pas emporté ma totale adhésion. Pour citer le grand philosophe André Manoukian, c'est un film qui sent un peu trop le savon et pas assez la foufoune. C'était les Squatteurs de Ciné, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et n'oubliez pas de nous mettre un petit coup de pouce, ça fait toujours plaisir, et de partager la vidéo avec vos amis, votre grand-mère. Voilà, donc n'hésitez pas non plus à mettre des petits commentaires si ça vous a plu ou si ça ne vous a pas plu, à vous abonner bien évidemment à la chaîne YouTube, à la page Facebook, au Twitter, je crois que Thomas on a compris à mon avis. Et d'ici là, nous on se retrouve dans 15 jours pour une toute nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, les films c'est mieux au cinéma. Et sans popcorn, c'est toujours plus sympa. Ciao.